Les premiers chasseurs sous-marins se sont rendus compte que les poissons venaient vers eux dès qu'ils s'immergeaient. Partant de cette constatation, ils ont mis au point une technique pour les attirer à portée d'arbalète. C'est l'agachon, probablement inventé sur la Côte d'Azur par les pionniers de la discipline. Il a été depuis sans cesse perfectionné. Le terme agachon vient de l'occitan agacho, signifiant littéralement aguer. Un agachon est une sorte d'affût sous-marin qui se pratique à toutes les profondeurs, dont la durée est limitée par l'apnée du chasseur, qui est de 2 à 3 minutes en moyenne. Nous allons suivre Éric et Napoléon entre Nice et Menton sur leur meilleur poste d'agachon. Ils ont accepté de partager avec nous leur connaissance des poissons acquise au fil des années. Des milliers d'heures passées sous l'eau à agachonner. Formidable moyen d'observation de la vie sous-marine qui leur permet de mieux comprendre comment réagissent les poissons afin de perfectionner leur technique. Mais avouons que pour la plupart d'entre nous, les poissons conservent une grande partie de leur mystère, car ils restent plus difficiles à observer dans leur milieu que les animaux terrestres. L'agachon, comme toutes les autres techniques de pêche, elles sont en perpétuelle évolution. C'est ça qui est beau parce que le poisson s'adapte à la prédation, aux chasseurs sous-marins, et donc toutes ces techniques évoluent. Alors des fois, on peut se poser la question comment les poissons communiquent entre eux. Et moi, l'exemple qui me vient de suite à l'idée, c'est un banc. Quand on est en train de pêcher, on voit un banc, et d'un coup, il y a un poisson qui bouge, et tous les autres bougent. Ces mouvements de poissons simultanés sont la preuve qu'il y a de la communication entre les poissons. Des chercheurs du monde entier s'intéressent de plus en plus aux poissons. Grâce à leurs études et expériences, la connaissance scientifique avance. Elle nous permet aujourd'hui d'appréhender la manière dont les poissons voient leur monde, de mieux comprendre comment ils le perçoivent, le ressentent et le vivent. Avec Sébastien Moreau, vulgarisateur scientifique, spécialisé dans la cognition et le comportement animal, nous allons tenter de répondre à ces questions que nous nous posons tous sur cet animal plus proche de nous qu'il n'y paraît. Il y a une chose à laquelle il faut penser, c'est que souvent on dit le poisson, comme si un poisson est égal à un autre poisson et que ce serait valable pour chaque espèce. En réalité, quand on dit le poisson, c'est un peu la même chose que si on disait le mammifère, l'oiseau. Parce que, par exemple, les oiseaux, on a quelque chose comme 10 000 espèces à peu près. Les mammifères, c'est quelque chose comme 6 500 espèces. Les poissons, on parle de 34 000 espèces au minimum. Donc, la diversité d'espèces qu'on va avoir dans le monde aquatique est encore plus vaste que ce qu'on trouve chez les vertébrés terrestres. Et ça passe même par des choses très, très surprenantes. Par exemple, on a des poissons qui vont vivre 2 mois et des poissons qui vont vivre, par exemple, le requin du Groenland, on suppose qu'il vit au moins 400 ans. C'est gigantesque. On a des poissons qui vont faire quelques millimètres de long et puis les requins-baleines qui font la taille d'un autobus. Et puis, plein de choses qu'on considère typiques des poissons ne marchent pas pour toutes les espèces. Tous les poissons ne respirent pas sous l'eau. Il y a des poissons qui doivent remonter à la surface. Tous les poissons n'ont pas d'écailles. Tous les poissons n'ont pas un œil de chaque côté. On a des poissons qui ont les 2 yeux du même côté. On a une immense diversité. Donc, il faut bien garder en tête qu'à chaque fois qu'on parle d'une espèce et de ce que fait cette espèce et des capacités de cette espèce, ça sera valable pour ce groupe-là,
et encore peut-être pas pour tous les individus de la même manière, mais ça ne sera pas du tout valable pour une autre espèce à côté. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. La diversité dans le monde aquatique est phénoménale. Il n'est pas énorme, il est pas mal. C'est pas un gros, il doit faire 2,5 kg. Il n'avait pas des plus gros. Beau poisson, un bon 2 kg. 2 kg, beau 2 kg. Et là, il avait vessie Sur 38 mètres. C'est pour ça qu'il a la vessie natatoire qui ressort. Ouais, parce que sur 38 mètres, quand on remonte, je suis pas là. En plus, je suis monté directement avec lui parce que je l'ai bien tiré. Il n'a pas le temps de décompresser et voilà, ça fait pour ça qu'il avait la vessie qui sortait de la bouche. Je la sens. Voilà, un joli petit denti sympa, avec des couleurs magnifiques. Toujours un truc. L'agachon, on le pratique de deux manières. On va dire en poids constant. Poids constant, c'est on a une ceinture avec un lest qu'on va garder tout le temps. C'est-à-dire, on part de la surface avec cette ceinture, on pêche, on fait l'action de pêche et on remonte à la surface avec cette même ceinture. Donc on ne fait pas varier le poids de ce lest. On a un peu plus de liberté avec cette technique parce qu'on va pouvoir planer et venir se positionner de façon plus aisée à l'endroit où il faut être. Ensuite, on pratique l'agachon avec la gueuse qui est accrochée au bateau. Donc on va faire aucun effort à la descente. Ça, c'est l'avantage. Et on va donc après abandonner ce plomb au fond qui sera récupéré plus tard lorsqu'on sera remonté.
Les poissons qui viennent le plus à l'agachon, on va utiliser le mot curieux parce que c'est un terme qu'on utilise, j'ai envie de dire, c'est les poissons qui sont un peu au sommet de la prédation déjà dans les poissons. Ou alors les plus gros aussi. C'est des choses qui nous arrivent souvent. Il y a un banc qui passe et c'est le plus gros qui va s'approcher. Il y a plusieurs façons de venir attiser cette curiosité. Il y a beaucoup de gens qui font du bruit. Moi, je pense qu'on en fait suffisamment lorsqu'on descend, hein, entre la compensation, l'air qu'on envoie dans son masque, le palmage, le battement du cœur, parce que les poissons, ça a été prouvé, ils perçoivent le battement du cœur. Tous ces bruits font que, logiquement, on n'a pas besoin de faire de bruit complémentaire. Le poisson, avant de nous voir, il nous entend. Ça, c'est certain. Maintenant, il serait mentir de se dire que le poisson n'est pas réceptif à certains bruits. Effectivement, il y a des poissons qui sont, on va prendre l'exemple de la dorade, qui elle, aujourd'hui, est un poisson qui a tendance à manger des crustacés, des mollusques. Elle est attirée par ces bruits assez aigus d'oursins qui se cassent, de coquilles qui se cassent. Donc c'est vrai que des bruits qui peuvent se rapprocher de ça vont tout simplement l'attirer. Donc moi je sais que j'ai tendance souvent pour les dorades à claquer des dents. C'est quelque chose qui n'est pas trop fait, mais je sais que ça marche. Je sais que régulièrement je claque des dents et ça peut faire rentrer certains poissons comme des dorades. Ensuite des dentis, je reste assez sceptique sur beaucoup de bruit, mais de temps en temps, on va dire, je fais des bruits de gorge, comme tous les chasseurs, hein, et je pense que c'est plus pour l'énerver que pour l'attirer. Ça va venir l'inciter à nous attaquer, en tout cas à venir à notre contact, et à ce moment-là, le faire venir à portée de tir. Je pense que rien que le fait de s'immerger, ça transmet des vibrations, et le poisson a des capteurs bien plus perfectionné que ce que l'homme peut avoir. Et il doit sentir déjà que l'on est en approche. Pendant très longtemps, on a pensé que les poissons n'entendaient pas et ne faisaient pas de son. Parce que si on regarde un poisson, il n'y a pas d'oreille. Et puis au fur et à mesure, les chercheurs ont commencé à se rendre compte que si, il y a des espèces qui font des sons. Et donc si elles font des sons, c'est probablement que les autres peuvent les entendre. Et puis avec le développement de la technologie, de micros qui peuvent enregistrer sous l'eau, on s'est aperçu qu'il y a des poissons qui utilisent beaucoup de communication sonore. Par exemple, on a des poissons crapauds qui vont avoir des chants d'amour pour attirer les femelles très précises. Et d'ailleurs, les poissons s'interrompent les uns les autres, les mâles, pour essayer de séduire les femelles en chantant mieux que l'autre ou en interrompant l'autre. Et on s'est aperçu aussi qu'ils pouvaient entendre, notamment grâce à la vessie natatoire, qui est donc une poche de gaz qui sont à l'intérieur du corps, qui leur permet de monter et de descendre dans la colonne d'eau. Mais elle a aussi un avantage, c'est que comme c'est une poche de gaz, quand une vibration arrive, en fait, ça va faire vibrer la vessie natatoire. Et il y a des poissons qui ont développé des organes qui vont faire remonter l'information à l'oreille interne et au cerveau. Et les poissons ne vocalisant pas, ils vont faire du son, par exemple en faisant vibrer la vessie natatoire. Certains ont des muscles autour pour faire boum, 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 boum. Ou alors en frottant des dents, ou alors en frottant des épines. Et c'est comme ça que les poissons finalement font du son sans vocaliser et les entendent sans oreille. Mais encore une fois, on a une diversité d'appareils auditifs absolument phénoménale.
Donc, nous, en tant que primates, on est une espèce qui est très basée sur la vision. C'est vraiment un sens qui est primordial pour nous. Mais ce n'est pas le cas forcément pour tous les animaux. Et par exemple, la lumière dans l'eau ne se propage pas du tout comme elle se propage dans l'air. Et typiquement, les longueurs d'onde vont s'arrêter au fur et à mesure que la lumière pénètre dans l'eau. Donc les poissons des profondeurs, en général, ne voient pas la couleur parce que en fait, les longueurs d'onde n'arrivent pas jusqu'à eux correctement. Et on va avoir forcément une variation dans les capacités des poissons à voir les couleurs qui va être énorme. Les poissons qui vivent par exemple proche de la surface, souvent, mais pas toutes les espèces, vont voir a priori à peu près comme nous, rouge, bleu, vert, quelque chose comme ça. Encore une fois, il faut penser que les couleurs, c'est notre cerveau qui les crée, donc peut-être que ça ressemble à autre chose pour eux. Et en plus, certains poissons qui vivent proche de la surface voient les ultraviolets. Par exemple, il y a certaines espèces de truites où les juvéniles voient l'ultraviolet, et quand elles deviennent adultes, elles perdent la vision en ultraviolet. Et vous avez des poissons comme ça qui se reconnaissent, les demoiselles par exemple, peuvent se reconnaître parce qu'elles ont des masques en ultraviolet. Donc nous, quand on voit deux espèces très proches de demoiselles, on va se dire, comment on différencie ces deux espèces? En fait, les poissons, ils n'ont pas ce problème-là parce qu'ils voient un truc en plus de nous et c'est des espèces de peinture sur le visage. Et on a aussi des poissons, ceux où la lumière ne parvient pas dans les profondeurs, ils vont développer de la bioluminescence. Et grâce à ça, ils vont pouvoir éclairer leur environnement. Et par exemple, on a des poissons comme le Malacosteus qui a une lueur rouge sous l'œil. Et à cette profondeur, les autres poissons ne voient pas le rouge. Et donc lui éclaire et il a une espèce de canal de surveillance, un peu comme les alarmes infrarouges dans les magasins, les trucs comme ça, où il est le seul à pouvoir voir ce qui se passe à cette profondeur. Et en plus, on a des yeux incroyables avec les anableps qui ont une rétine divisée en deux pour voir à l'air libre et sous l'eau, avec des répartitions de cônes de couleurs. Enfin, la vision chez les poissons, c'est quelque chose de très impressionnant et très diversifié. Je pense qu'ils voient bien mieux que nous, parce que nous, on est, surtout que moi, qui ai des lunettes et un masque à verre correcteur, je m'aperçois que j'ai un peu un déficit de ce côté-là. Mais c'est aussi grâce à cette vue qu'on a tendance à le faire venir. Ça veut dire que nous, on joue avec ça. C'est-à-dire que souvent, quand on agachonne, on se cache, on se montre, on se cache, on se montre. Donc c'est clairement la vue aujourd'hui qui va venir attiser chez lui la curiosité, ou en tout cas l'envie de venir nous voir. Je trouve que la variation du chasseur au fond pour se montrer plus ou moins est plus productive que d'être complètement statique. En tout cas pour le poisson qui est en prédation. Si vraiment, on s'y est jamais intéressé, mais si vraiment le poisson sent, lorsqu'un pêcheur sous-marin fait du poisson, il tue le poisson avec ses gants. Les gants de pêche sous-marine sont souvent pas lisses. On a des combinaisons lisses, mais c'est des des gants qui ont un néoprène qui va pouvoir garder plus facilement l'odeur. Et en plus, c'est avec les mains qu'on tue le poisson, qu'on le vide. Donc je pense qu'il doit rester vraiment des odeurs sur notre combinaison de néoprène, mais dans nos gants, il doit rester des odeurs de mort ou de tripes. Et je sais pas si ça c'est bon ou pas bon, parce que ça pourrait être bon si le poisson a faim en disant par là il y a peut-être des restes, ou alors se dire ouh là là, là-bas danger, j'y vais pas. Chez nous, ce qui est le goût et l'olfaction, ce sont des sens différents bien sûr, mais qui sont quand même assez liés, puisque le nez donne dans la gorge, etc. Bon. Et on se rend compte que chez les poissons, c'est très différent. Par exemple, les poissons ont vraiment des narines, mais qui ne servent que à sentir. Elles ne sont pas liées à la bouche. Et des fois, il y a même une narine pour entrer, pour que le courant rentre, et une autre pour qu'il sorte derrière. Et il y a des volets à l'intérieur pour orienter le courant. Enfin bon, c'est assez dingue, qui fait qu'on a des poissons qui ont un odorat excellent. Et d'ailleurs, on n'y pense pas souvent, mais en réalité, chez beaucoup de poissons, l'olfaction, c'est l'un des sens principaux. Dès qu'il va se passer quelque chose d'alerte ou pour la reproduction, ils vont envoyer en fait des effluves chimiques dans le courant d'eau et les autres vont pouvoir le capter à des quantités qui sont hyper fines. Souvent, on dit que le requin a un odorat incroyable, mais en fait, beaucoup de poissons, tous les salmonidés quasiment, ont un odorat qui est absolument phénoménal. Les saumons qui rentrent de migration, quand ils commencent à arriver dans les cours d'eau douce, ils sentent l'odeur du cours d'eau où ils sont nés, qui est à plusieurs centaines de kilomètres de là. Alors, l'odorat du poisson,
c'est un sens qui n'a pas été développé en chasse sous-marine, en tout cas qui n'a pas été travaillé sur le chasseur sous-marin. Néanmoins, je suis persuadé qu'il est perçu, en tout cas que le chasseur émet suffisamment d'odeur pour être perçu par le poisson. Le goût, on ne connaît pas grand-chose sur le goût chez ces animaux, mais ils ont aussi des papilles gustatives. Il y a tout le mécanisme, parce que en fait, on descend d'un ancêtre commun, donc forcément. Mais il y a une chose qui est intéressante, c'est que nous, nos papilles gustatives, elles sont dans la bouche, parce qu'elles ont besoin d'être humidifiées pour fonctionner. Mais les poissons, ils vivent dans l'eau, donc ils n'ont pas forcément besoin d'humidifier ça. Et on se retrouve avec des poissons, comme certains poissons-chats, qui ont l'équivalent de papilles gustatives répartis sur tout le corps, qui peuvent vous goûter à distance. Quand vous descendez dans l'eau et qu'il y a un poisson-chat, le poisson-chat sait quel goût vous avez. Tout à l'heure, on a vu j'ai vu un beau gros banc de dentis avec des gros dentis. Et là, on va essayer de... Ils sont pas rentrés, enfin, c'était pas loin, mais pas rentrés. Et là, on va refaire une tentative sur le poste pour essayer de voir s'ils ne sont pas dans les parages et avec un peu de chance, s'ils arrivent à revenir. J'y crois pas trop, mais il faut avoir un peu d'espoir. Ouais, je crois que tout à l'heure, quand il est remonté, il nous a dit, j'ai vu à son visage qu'il était à tir, le poisson. Et il n'y a pas cru. Et après, il s'est justifié pendant 10 minutes. Plus il se justifie, plus on se justifie, plus c'est qu'on a quelque chose à se reprocher. Il n'était pas à tir, c'est une connerie. Il n'était pas à tir, mais maintenant il va être à tir. Il y a l'agachon qui consiste à faire venir le poisson par sa curiosité, mais il y a aussi l'agachon qui consiste à intercepter le poisson sur des zones où le poisson passe. Donc des tombants, par exemple, qui peuvent être très bénéfiques pour des pélamides, pour des cérioles. C'est des poissons qui ne sont pas forcément attirés par nous, mais qui ont des trajectoires et qui passent le long de certains caps ou de certaines failles. Et à ce moment-là, si vous êtes bien placé au bon moment, vous pouvez les tirer également à l'agachon. Après, on peut parler aussi de, on va dire, l'agachon un peu chanceux. Ça veut dire que lorsqu'on est à l'agachon, régulièrement, on peut tomber, lorsqu'on vient se positionner, sur un beau chapon, sur une baudroie, sur des poissons sédentaires. Et s'il est bien positionné, je peux le tirer avec mon fusil d'agachon. Ou en tout cas, je peux redescendre plus tard pour le prélever avec un fusil plus court, plus adapté pour ce poisson. L'homme est comme ça, il veut toujours se comparer à lui. Donc il dit, est-ce que le poisson voit? Est-ce que le poisson entend? Est-ce que le poisson sent? Mais peut-être que le poisson, il a d'autres sens que nous n'avons pas et qui sont peut-être bien plus importants encore. Et en plus, les poissons ont un sens particulier que nous, on n'a pas, qui est la ligne latérale. Le long de leur corps, ils ont une espèce d'organe comme ça qui ressent tout ce qui va être les modifications de courant, les variations de pression. Par exemple, beaucoup de poissons, quand ils naviguent en banc et qu'on les voit réagir au quart de tour, c'est qu'en fait, ils sentent les autres même sans les toucher.
Et cet organe peut servir également, probablement dans une certaine mesure, à percevoir le son de basse fréquence. Parce que quand vous faites du son dans l'eau, vous poussez aussi la colonne d'eau. Et forcément, les poissons vont le sentir un peu probablement de la même manière que nous, dans un concert, on sent les basses qui font vibrer notre corps. Ça doit ressembler à ça. Mais déjà, le sens du toucher chez les poissons, c'est quelque chose qui est assez différent de chez nous aussi. Par exemple, on s'est aperçu que certains poissons perçoivent le champ magnétique de la Terre. Ça, on l'a su parce qu'à un moment, les chercheurs se sont aperçus qu'il y avait des poissons, des petits poissons, qui naissaient au niveau de massifs de cailloux. Et le courant poussait ces larves loin parce qu'elles n'étaient pas assez fortes pour nager. Et puis quand elles étaient assez fortes pour nager, on se rendait compte qu'elles revenaient au même endroit. Et les chercheurs les ont récupérées, les ont ramenées en laboratoire, et ils ont regardé dans quel sens elles nageaient, et ils se sont aperçus que par rapport au champ de la Terre, elles nageaient toujours dans la direction de là où elles étaient nées. Et donc ils ont voulu voir c'était le champ magnétique pour ça, et ils ont installé des grosses bobines qu'on appelle des bobines de Helmholtz autour, qui servent à faire tourner le champ magnétique autour de l'aquarium. Et donc les larves qui allaient dans cette direction, quand ils ont fait tourner le champ magnétique autour de l'aquarium, les larves ont fait... Et c'était la preuve expérimentale que ces larves perçoivent les champs magnétiques. Un autre sens qui est fascinant et qui existe chez plusieurs espèces de poissons, c'est le sens électrique. Alors on va avoir des sens électriques qu'on va appeler passifs. C'est ce qu'on va retrouver par exemple chez les requins qui ont des récepteurs ampulaires qui sont tellement fins que si vous nagez à côté d'un requin, ils perçoivent vos contractions musculaires, les courants électriques produits par les contractions musculaires. Mais ça va plus loin que ça, c'est qu'il y a aussi des poissons qui développent leur propre champ électrique autour d'eux. Alors bien sûr, on connaît l'anguille électrique, mais même des poissons qui ne font pas des courants forts sont hyper impressionnants. Si on prend par exemple le poisson éléphant, qui est un petit poisson africain, il vit dans des eaux assez troubles, et donc il utilise sa vision bien sûr, mais son champ électrique lui permet aussi de repérer ce qui se passe autour de lui, même s'il ne peut pas trop le voir. Et à chaque fois qu'un objet va rentrer dans son champ électrique, ça va déformer les ondes, et donc ça va projeter sur sa peau une image particulière. Et on sait avec beaucoup de précision qu'ils peuvent reconnaître les formes, ils peuvent reconnaître la distance, et ils peuvent reconnaître la composition. Est-ce que c'est un animal, est-ce que c'est une pierre, est-ce que c'est une plante? Mais ça va plus loin, c'est que ce sens-là leur sert aussi à communiquer. Chaque impulsion, en fait, va avoir une forme d'onde bien précise qui va correspondre à une espèce, un individu, qui va donner aussi son sexe et qui va donner tout un tas d'informations. C'est comme si à chaque fois qu'il envoie une impulsion, il fait une signature. Mais le sens électrique des poissons, c'est quelque chose qui est extrêmement fascinant. Le poisson aujourd'hui, il nous analyse énormément. Hein. Moi je dis toujours que c'est un récepteur d'émotions énorme. C'est-à-dire qu'il sait lire en nous, il sait lire ce que nous on dégage. Donc forcément, on dégage par plein de choses, mais le regard, c'est quand même, la chose la plus importante. Lorsqu'on regarde un poisson qu'on veut tirer, on va déjà presque aligner son fusil, on va regarder là où on va tirer la flèche. Et je pense qu'on se raidit, on doit lui transmettre des signaux, et ces signaux-là l'alertent, et du coup, il est sur ses gardes. On a tous expérimenté le fait que le poisson n'a pas le même comportement lorsqu'on est équipé pour aller faire de la pêche sous-marine, lorsqu'on a une arbalète à la main, et lorsqu'on n'en a pas. Parce que même si on fait de la natation avec une combinaison pour la nage, on s'aperçoit que le poisson est beaucoup moins craintif. Alors bien entendu, le nageur, il n'a pas un instinct de prédation. Il ne va pas regarder le poisson comme une proie et il ne va peut-être pas dégager cette prédation que le poisson doit ressentir. Et donc, est-ce que c'est uniquement le fusil qui fait plus ou moins fuir le poisson ? Je ne pense pas. Je pense que c'est également l'intention que l'on a. L'intention d'attraper le poisson
le poisson doit ressentir cette attention et du coup se met plus en retrait et sera plus difficile à voir et à approcher. Quand on veut essayer d'étudier ce qui se passe dans la tête des autres animaux, eh ben, c'est pas évident parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de quelqu'un d'autre qui n'est pas nous. En fait, il n'y a que ce qui se passe dans notre tête qu'on connaît. Donc, si je suis avec un autre humain, il peut me le dire. Là, ça va pas. Chez un autre animal, on n'a pas ce truc-là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est décomposer en fait les émotions. Elles ont 3 grandes caractéristiques. Globalement, c'est la composante comportementale, c'est-à-dire je suis heureux, je saute en l'air, je suis malheureux, je pleure. La composante physiologique, si j'ai peur, mon rythme cardiaque s'emballe, ma température corporelle augmente. Et puis la partie subjective, c'est-à-dire que je vais dire, là je suis bien, là je suis pas bien. Donc ça, chez les autres animaux, on l'a pas. Les parties cognitives, on a des tests qui ont été développés, on a des protocoles assez récents pour essayer d'évaluer si l'animal, subjectivement, vraiment dans sa tête à lui, réalise qu'il vit une certaine émotion. Et à l'heure qu'il est chez les poissons, on a quelques travaux, assez peu encore, mais on a quelques travaux qui ont été faits chez les poissons qui nous donnent des résultats assez similaires à ce qu'on retrouve chez les mammifères et les oiseaux. Par exemple, on s'est rendu compte qu'il y a des poissons qui vivent en couple, et si on laisse à la femelle le choix entre 2 mâles, elle va montrer sa préférence pour un mâle en restant à côté de lui. Si on la laisse se mettre en couple avec ce mâle, ça va super bien se passer. Et on se rend compte que dans des situations ambiguës, elle a tendance à tenter le coup parce qu'elle développe ce qu'on appelle un biais optimiste. Sa vie se passe bien, donc elle prend un peu plus de risques. Si au contraire, on la met un peu de force avec le mâle qui ne lui plaît pas, à ce moment-là, la femelle va au contraire avoir une relation catastrophique et elle va développer des biais pessimistes. Dans des situations un peu limites où elle ne sait pas trop si c'est dangereux ou pas, elle ne va pas prendre le risque. Et donc ça, c'est des indicateurs assez forts que manifestement, ces poissons éprouvent vraiment des émotions. Et on a d'autres preuves aussi, d'autres indices en tout cas qui vont dans ce sens-là sur d'autres études. Et une qui est très intéressante, c'est une étude dans une ferme de saumon en Norvège, où ils se sont rendus compte qu'il y avait une grande population des animaux dans cette ferme qui maigrissaient, qui rapetissaient et qui se laissaient mourir. Et ils se sont rendus compte, en mesurant leur niveau de stress, en mesurant tout un tas de caractéristiques physiologiques, que ces poissons développaient des profils très similaires aux profils dépressifs chez les mammifères. Donc aujourd'hui, on n'a pas énormément d'études encore dessus, parce que c'est dur à faire, mais les indications qu'on a vont dans le sens que manifestement, les poissons ressentent différents types d'émotions.
ne pense pas qu'on puisse dire que le poisson ne ressent pas d'émotion, ou en tout cas ne souffre pas lorsqu'on lui enlève la vie. Quand on vient achever un poisson, on le voit ouvrir la bouche et se mettre à spasmer, ce qui correspond à un système nerveux qu'on vient de déconnecter. Lorsqu'on vient achever le poisson, je regarde l'œil à chaque fois. Parce que le reste, la vibration, on l'a dans la main, le poisson, donc on le sent, on n'a pas besoin de le voir en plus. Mais au niveau de l'œil, même s'il n'a pas une paupière, on a l'impression qu'il se passe quelque chose dans son œil au moment où on le tue. Et on pourrait presque y voir une douleur, enfin quelqu'un qui souffre. J'essaye de l'achever le plus rapidement possible, mais quand même en faisant les choses bien. C'est-à-dire que je n'aime pas trop le faire dans l'eau, je préfère monter sur mon bateau et vraiment m'appliquer, parce que c'est pour moi être respectueux envers le poisson et envers notre pratique de donner la mort le plus rapidement possible. On a tous tiré un poisson qui s'est débattu, qui s'est décroché. Parfois il prend la fuite. Est-ce qu'il prend la fuite parce que justement il a été accroché à cette flèche pendant un instant, il s'est senti emprisonné, il a besoin de partir, ou est-ce que ça lui a fait énormément mal et dans ce cas-là il s'échappe? Je ne pourrais pas dire. Je pense qu'il y a peut-être des scientifiques qui peuvent se prononcer plus sur ce sujet-là. Moi je peux juste dire que c'est une pêche très sélective où le poisson est achevé très rapidement. Donc s'il y a souffrance, on réduit ce temps de souffrance. Est-ce que les poissons peuvent ressentir la douleur? Alors déjà, il faut isoler deux choses. Il va y avoir tout ce qui traite de la nociception, et donc ça, en fait, c'est les réflexes. En gros, si je mets la main sur une plaque chauffante, je vais tout de suite la retirer. À aucun moment, mon cerveau n'a traité cette information. En tout cas, pas les centres cognitifs élevés. C'est vraiment juste, poum, poum, ah tiens, j'ai enlevé ma main. Et ensuite, la douleur va venir dans un deuxième temps. Et donc, pendant longtemps, on a pensé que les poissons réagissaient de manière réflexe, mais en fait n'avaient pas de traitement mental, donc ne pouvaient pas percevoir subjectivement la douleur. Et honnêtement, ça se tenait. Avec les informations scientifiques qu'on avait jusque dans les années 2000, ça se tenait. Parce qu'on n'avait pas la partie dans notre cerveau à nous qui gère la douleur subjective, on ne la trouvait pas dans le cerveau des poissons, il y avait plein de choses qui manquaient. Et puis, depuis les années 2000, il y a des études qui ont commencé à sortir et qui ont montré, par exemple, que ce n'est pas un réflexe. Si vous mettez un poisson rouge dans un aquarium avec de la nourriture d'un côté et l'huile est de l'autre côté, le poisson, dès qu'il s'approche de la nourriture, vous lui donnez un choc électrique. Le poisson va s'enfuir. Si c'est un réflexe et que le poisson n'apprend pas qu'il y a de la douleur ici, que c'est dangereux d'aller là, etc., il va continuer tout le temps. Sauf qu'on s'aperçoit que le poisson, il se fait choquer une ou deux fois, il arrête, il n'y va plus. En revanche, plus on va le laisser sans nourriture, plus il va avoir faim et plus il va accepter de rentrer dans la zone et de prendre des chocs pour manger. Ça veut dire que ce n'est pas un réflexe, sinon il repartirait tout de suite. Il a un contrôle dessus. Et on a beaucoup d'études, on a de plus en plus d'études maintenant, que ce soit comportemental, comme je l'explique là, ou alors que ce soit même physiologique, les nerfs, le cerveau, comment ça traite l'information. Et ces parties du cerveau humain que eux n'ont pas, ben, on commence à découvrir qu'ils ont des parties analogues qui font a priori la même chose. Et avec le corpus scientifique qu'on a aujourd'hui, il est maintenant à peu près sûr que les poissons ressentent subjectivement la douleur. On a pas loin d'une cinquantaine d'études qui sont assez cohérentes et qui nous disent que si, clairement, c'est pas un truc anodin pour eux. Donc cette question, elle est quand même maintenant relativement réglée. Les quelques personnes qui continuent à dire non utilisent des arguments qui font que si on acceptait ces arguments, on considère qu'aucun mammifère ni aucun oiseau ressent la douleur. Parce qu'on a autant de preuves chez les poissons que chez les vertébrés terrestres. Là.
J'ai laissé le plus gros. T'as laissé le gros. J'ai laissé le gros. Si on doit faire une image, je dis, je prends le plus petit. Bon, déjà, le petit, c'est un beau chapeau. Mais c'est vrai que l'autre, il doit faire... l'autre doit faire bien... pas le double, mais presque. Un beau chapeau, belle couleur. En bas, ils sont blancs, mais t'as vu dès qu'on les remonte. Hein. Après, en bas, on est sur le 44. Hein. Tu l'as vu dans les lucarnes? Ah, ouais, il est très très beau. Hein. L'autre est très gros. J'ai dit, tire le petit. Le petit est dans le 3 mérou. Hein. Il était dans la lucarne du mérou. Le mérou est beau. Hein. C'est un beau mérou. Hein. Ouais, il est beau le mérou. J'en ai pas vu d'autres. Hein. J'ai fait un peu le tour. Ah, mais j'ai vu ces deux-là, c'est déjà pas mal. Hein. Ah ouais. Il arrive de tirer un poisson qui a déjà été fléché. Donc on peut donc se poser la question, est-ce que ce poisson a de la mémoire? Bon, maintenant, s'il est comme les humains, on a tous fait des erreurs et parfois on les refait. On le voit, on le connaît tous, ce sujet-là. On va descendre, on a plus de chances de faire un denty, par exemple, à la première apnée. Et plus on va faire d'apnée, moins on aura de chances de les faire. Alors, pourquoi? Tout simplement, je pense, parce que le poisson a su nous analyser, a su mémoriser, ou en tout cas allumer certaines alarmes dans son cerveau ou dans son instinct, allumer ces alarmes en disant « prédateur ». Donc, à chaque apnée, il aura tendance de dire je me mets de plus en plus de distance de sécurité entre le prédateur et moi-même. Voilà un des exemples qui peut dire aujourd'hui, oui, le poisson a une mémoire, ou en tout cas a une mémoire temporaire. Pourquoi je tiens à préciser temporaire? Parce qu'on a tous connu la chose, c'est que le lendemain, on retourne sur le poste en se disant aujourd'hui, je vais l'attaquer différemment, et on va aller se remettre sur le même poste et on va retomber dans le même banc de denty. Et cette fois-ci, ils vont venir. Donc c'est vrai que hier, ils ne venaient pas et on voyait qu'ils avaient analysé que j'étais un danger. Et le lendemain, je me pose à cet endroit, quasiment au même endroit, hein, et le poisson rentre à tir et je peux le faire. Je pense que son besoin est plus fort que le danger que peut créer le chasseur. Donc même s'il a en mémoire que le chasseur sous-marin est un danger, le besoin qu'il a, il va quand même s'approcher du pêcheur sous-marin en ayant en mémoire les risques qu'il peut subir. C'est pour ça que c'est assez compliqué de dire est-ce que le poisson a une mémoire, une longue mémoire, ou est-ce qu'il a une mémoire assez courte. En tout cas, ce qu'on peut dire également, c'est qu'il doit y avoir des choses qui se transmettent après de génération en génération par les gènes, parce qu'on voit que le poisson aujourd'hui évolue. Il évolue certes moins vite que la technique, mais il évolue. Donc c'est pour ça qu'on en prend toujours. On en prend toujours des poissons. Mais je pense qu'on ne peut pas... c'est difficile de contester qu'il n'y ait pas une intelligence, en tout cas une intelligence à un moment, et qu'ensuite ça soit transmis par les gènes. En général, quand le mot poisson rentre dans une discussion, on peut être à peu près sûr que quelqu'un va sortir le « Ah, mais les poissons, ils ont 5 secondes de mémoire ». Alors, si on réfléchit une seconde, on a affaire à des animaux qui ont des défis à relever, qu'ils soient sociaux, environnementaux, etc., qui sont largement aussi riches que ce qu'on trouve sur Terre. Le fait qu'ils n'aient pas de mémoire, ça n'aurait aucun sens en réalité. Et effectivement, les études qui ont été menées, on sait très bien que les poissons, beaucoup de poissons ont une excellente mémoire et elle va dépendre des besoins qu'ils ont. Typiquement, un poisson qui va partir comme le saumon, qui va partir migrer, qui va rester 3-4 ans selon les espèces en pleine mer, qui va revenir ensuite se reproduire, en fait, il revient de mémoire. Hein. Donc on observe par exemple ce qu'on appelle des... alors en anglais, ils appellent ça des direct walk, donc des marches directes. C'est pas vraiment une marche avec les nageoires, mais on sait par exemple qu'il y a des requins qui peuvent faire des marches directes sur plusieurs dizaines de kilomètres. Et c'est des distances qui excèdent complètement leur capacité sensorielle, mais ils vont en ligne droite à un certain endroit. Ils savent où ils vont. Et toutes les études qui ont été faites sur la mémoire des poissons, même des mémoires hyper complexes, des repérages en labyrinthe, etc., ont montré que les poissons ont une excellente mémoire. Et après, ça va dépendre. Il y en a qui auront par exemple une très bonne mémoire pour se souvenir où sont les proies. Et puis socialement, comme c'est pas très important pour eux, ils vont rapidement oublier les autres. Et puis il y en a au contraire, ils vont hyper bien se souvenir de qui sont leurs collaborateurs, les poissons à côté, tout ça, parce qu'ils vivent en groupe. Et puis
dans d'autres domaines, ils auront une mémoire moins bonne. Ça va varier selon les besoins de l'espèce, selon son environnement écologique, etc. Et ça, on le sait depuis déjà les années 50. Les premières études montraient des poissons avec des mémoires phénoménales. Et on a même observé ce qu'on va appeler des mémoires un peu plus complexes, comme la mémoire épisodique, qui est la mémoire biographique. C'est en gros, je me souviens de ce que j'ai fait, avec qui, à quel moment, comment j'étais. Et ben, par exemple, ça, on l'a mis en lumière chez des poissons zèbres. Chez les poissons zèbres, on s'est aperçu qu'ils étaient capables de se souvenir de plein de détails d'une situation complexe et complète. Et il reste encore pas mal de choses à découvrir, mais à l'heure qu'il est, la mémoire des poissons, elle n'a rien à envier aux vertébrés terrestres. Lorsqu'on est posé à l'agachon, déjà on sait qu'on va avoir un temps défini. Et c'est là où la grosse différence entre la pêche sous-marine et tous les autres types de pêche. C'est-à-dire qu'on est déjà dans leur milieu, qui n'est pas le nôtre. Hein. On retient sa respiration pendant tout le temps de la descente, l'agachon, et bien penser de garder du temps à remonter. Et donc je trouve que cette confrontation, elle est plus juste. Elle est plus juste, c'est-à-dire que le poisson lui risque sa vie, mais nous, on prend également des risques. Lorsqu'on est posé à l'agachon et qu'un poisson vient, et là, l'envie de respirer disparaît. Et c'est là où il y a des risques. Certains diront que c'est jamais équilibré, mais moi, je dis que cette attente, c'est quand même une attente qui est très risquée pour le pêcheur sous-marin, et ça équilibre un peu la chance du poisson. Et l'agachon, ça permet également au poisson de décider s'il ne veut pas rentrer, il ne rentre pas. Contrairement un peu à la pêche à trous où il est acculé dans sa maison et qu'il veuille ou pas, on peut le capturer. L'agachon, ça reste quand même la technique où on est le plus en contact avec le milieu. On rentre dans l'intimité de la mer, on peut dire. Donc on ne fait pas de bruit, on est caché. On a tous les facteurs qui peuvent nous permettre et qui nous permettent d'ailleurs de visualiser la Méditerranée de façon la plus naturelle possible. Un agachon, c'est quelque chose d'assez réfléchi. Ça veut dire qu'on va choisir une espèce qu'on va cibler. Et ensuite, cette espèce qu'on va cibler, il faut la mettre vraiment dans le biotope. Et le biotope, il est perpétuellement en train de changer. Ça veut dire qu'un agachon, moi, je le prépare toujours plusieurs jours à l'avance, des fois. Quand je dis un agachon, c'est une sortie d'agachon. Se prépare plusieurs jours à l'avance en fonction de plein de paramètres. Parce que pour une espèce, beaucoup de paramètres vont faire changer soit la zone dans laquelle on va le trouver, soit la profondeur, soit même son comportement. Ça peut être l'arrivée des calamars qui va l'empêcher d'être très actif en journée parce qu'il aura beaucoup mangé la nuit. On va le trouver de plus profond, la température, la thermocline, les couches d'eau des différentes températures qu'on va trouver qui vont avoir un effet sur le comportement du poisson et sur la zone où on va le trouver. Ça va être les courants, ça va être tout simplement la houle. Donc effectivement, il faut penser, donc regarder tout ce qui est météo et s'en inspirer pour préparer ses agachons, sa sortie d'agachon. Et en fait, il faut vraiment comprendre qu'il n'y a pas de hasard. Si vous voulez faire un bon agachon, une bonne sortie d'agachon, il faut qu'elle soit préparée en amont. Pour moi, il reste plein d'inconnus et je pense qu'il faut rester humble devant toutes ces possibilités. Et s'il y avait réellement une explication pour tout,
On achèterait un livre et on lirait. Donc et c'est ce qui est beau aussi dans la pêche sous-marine, c'est qu'il n'y a rien qui est écrit et il n'y a pas de vérité qui est faite. Le banc est pas mal, hein, il y en a quand même pas mal. Mais ils sont arrivés tard. Ouais, j'ai vu que t'es au fond tout seul et puis après j'ai vu que ça a mis longtemps à arriver. Il y a quelques expériences comparatives qui ont également été faites pour essayer de voir si ce qu'on retrouvait chez des primates, par exemple les chimpanzés, on pouvait le retrouver aussi chez les poissons. Et donc il y a différentes batteries de tests qui ont été organisées comme ça, et les résultats montrent que sur plusieurs tests, notamment le labre nettoyeur, donc le petit poisson nettoyeur, est capable de réussir certaines expériences bien mieux que des chimpanzés, et bien mieux que des orang-outans aussi. Et ils se sont montrés extrêmement capables là-dessus. Et on a même découvert, alors il existe le test du miroir qui est souvent présenté comme étant un test qui démontre la conscience de soi chez des animaux, même s'il y a des aspects de ce test qui sont un peu discutables. Eh bien, ces poissons-là, les labres nettoyeurs, l'ont rempli, mais super bien. Ils ont extrêmement bien réussi ce test. Donc ça soulève beaucoup de questions. Il faut savoir que la plupart des études sur la cognition des poissons, sur ce qui se passe dans leur tête, 70% des études ont été faites dans les 10 dernières années à peu près, 10-20 dernières années. Donc on a vraiment quelque chose qui est en train d'émerger et on se rend compte qu'ils sont capables même d'apprentissage très très complexe. On commence à observer des choses qui ressemblent à des utilisations d'outils chez les poissons, chez certaines espèces. Je pense que dans les années qui arrivent, on aura encore des surprises qui sont qui vont envoyer du lourd. Enfin, en tout cas, moi je m'aperçois qu'avec les années, les gens prennent de plus en plus conscience que le poisson est un être vivant à part entière. On s'aperçoit qu'il est protégé, interdit. Donc c'est bien la preuve qu'aujourd'hui, les gens s'intéressent au bien-être du poisson, de la bonne ou de la mauvaise façon, mais en tout cas, qu'il y a une prise de conscience que les poissons sont des animaux à part entière. Il n'y a qu'à regarder les associations qui aujourd'hui se mettent en place pour défendre le poisson, alors qu'avant on n'en parlait pas. Et il y avait des associations de défense pour les animaux terriens, mais pas marins. Donc ça évolue de ce côté-là. Bon, et personnellement, on évolue tous. Mais moi également, je veux dire qu'aujourd'hui, quand je tue un poisson, c'est même pas quand je le tue, c'est quand j'ai décidé de lui tirer dessus. Je prends plus de temps. Je laisse passer certains poissons parce que je me dis, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je sais déjà pratiquement à qui je vais le donner si je ne le mange pas moi? Voilà, je ne vais pas attraper un poisson pour l'attraper et après dire, bah, tiens, à qui je vais le donner. Quand on envoie des animaux dans des abattoirs, ils sont comptabilisés à l'individu. Quand on comptabilise les poissons, ils sont comptabilisés à la tonne. C'est-à-dire que les individus ne comptent même pas. Quand on parle de poissons, c'est des stocks. Les individus ne comptent pas. Et donc, il y a tout un tas de trucs qui est fait dans la société pour qu'on oublie que ce sont des animaux individuels avec des vies à eux, qui ont une richesse à eux, etc. C'est quelque chose qui passe complètement à la trappe parce qu'ils sont loin de nous, on ne les voit pas. Et même si on sait que les poissons existent, c'est l'un des animaux domestiques les plus présents dans les foyers, etc. Mais en réalité, on n'interagit pas avec eux comme on interagit avec un chien ou un chat. Et forcément, ils ne sont pas dans notre esprit. Et ça permet qu'il se passe des trucs en mer qui sont absolument cataclysmiques de destruction et de souffrance, en fait. La pêche sous-marine est un sport qui se pratique à deux.
Idéalement, toujours avec le même coéquipier, parce qu'il va vous connaître et on va se connaître mutuellement. Le chasseur est dans l'eau, le coéquipier est sur le bateau. Et ça permet, lorsqu'il crève la surface, ça permet de voir en un instant, on le sait, s'il a forcé, s'il est bien, s'il reprend son air comme d'habitude. Donc on sait si ça s'est bien passé. Et si on voit qu'il y a le moindre souci, on saute directement à l'eau le récupérer. Au fond, on sera toujours tout seul et le risque existe dans toutes les profondeurs. Il ne faut pas s'appuyer sur son coéquipier en disant « je vais aller plus loin, je vais faire une apnée plus profonde » parce que justement,